En revenant à la fontaine ce soir de la Timeshut, Tavda avait gardé sa toilette. La nuit tombée, son pur profil émergeant des franges noires de son foulard paraît, comme pour l'Oural, Tavda attendait qu'il vînt. Elle allait partir bientôt, et déjà toutes ses malles étaient faites. Les murs nus, les chambres démeublées donnaient déjà à la maison l'allure d'une demeure abandonnée. Ménèche, de son côté, serait bientôt remobilisé, et qui pouvait dire quand on le reverrait jamais. Du reste, il était maintenant plus calme, plus détaché. Son regard se perdait souvent, rêveur, et ne reprenait plus que de loin en loin l'éclat mauvais ou ardent des jours passés. Tavda s'était habituée à cette admiration tour à tour muette et insistante. Mais elle ne s'en était jamais lassée. Elle s'étonnait de ressentir chaque soir la même griserie aux nuances infiniment variées, à sentir cette passion obstinée pour elle. L'accoutumance ne venait pas. Quand on a trop longtemps senti un parfum, on finit par ne plus le percevoir. La présence de Ménèche n'arrivait pas à prendre pour elle cette valeur neutre des choses familières. Son cœur, ses sens, tout elle-même était prêt ce soir à le recevoir. Elle l'attendait. La nuit était avancée. Ménèche tardait. Achli fêtait son départ chez Meddour et ne rentrait que vers minuit. Tavda se défendait mal contre un sentiment grandissant de contrariété. Pourquoi ne rentre-t-il pas? Un pas lent, la porte cochère tourne lentement en crissant sur ses gonds le bruit d'une canne. C'est mon père qui revient de la dernière prière de la mosquée. L'hypothèse qu'il ne viendrait pas était d'autant plus insupportable qu'elle ne savait pas à qui s'en prendre. Je ne peux quand même pas lui reprocher de n'être pas venu. Elle voulut croire qu'elle s'était faite belle pour Achli, et y parvint presque. Un bruit sec. Elle se leva d'un bond. Le même crépitement recommença plusieurs fois. Elle regarda du côté d'où venait le bruit. Une chauve-souris éblouie par la lumière cognait obstinément contre la vitre. Tavda se laissa lourdement retomber sur le lit. Elle fit plusieurs fois le tour de la chambre, au moindre bruit, contre la porte, allait ouvrir, affectant un air détaché. Rien encore. Elle était frémissante, mal résignée, ressentait ce contretemps comme une infidélité, une injure à son amour-propre. Mais son égoïsme serein reprit vite le dessus, et quand, mettant la tête à la fenêtre, elle vit toute Tesga plongée dans la nuit, douce et bleutée, elle attendit. Achli, en toute sincérité, et convaincue que c'était lui qu'elle avait toujours attendu. Le sommeil, du reste, commençait à la gagner. Lentement, les battants de la porte d'entrée crissèrent. Tavda se précipita à la fenêtre.
J'espère que c'est Akli, dit-elle à haute voix pour que celui qui entrait pût entendre. Ce n'était en effet que lui. Sous le faisceau de la lumière qui venait de la fenêtre, Devda reconnut sa moustache finement taillée, les dessins géométriques de sa chechia de laine blanche. Pourquoi taille-t-il ainsi sa moustache et pourquoi cette chechia de laine blanche, pensa-t-elle. Il frappa. Elle ne se dérangea pas. Il appela, mais elle ne répondit pas. Akli la croyait endormie, cogna à coups redoublés. Il l'appelait de ses petits noms, lui disait des choses fades qu'il croyait gentilles. Enfin, lentement, elle se leva, fit tourner la clé dans la serrure et revint s'asseoir. Akli ouvrit lui-même. Les airs d'une flûte lointaine entrèrent avec lui. « Tiens, dit-il, tu as mis ton kaftan de drap rose. Il m'a coûté 7000 francs. » Il juge toujours de toutes les choses par le prix qu'elles ont coûté, pensa-t-elle. Elle vit le regard voilé de Ménèche, la toison, dans sa belle toilette. Elle le vit s'approcher d'elle jusqu'à la frôler. Et puis, disant « J'ai vu le même kaftan chez une Marocaine de Taza. Mais elle ne le portait pas comme toi. C'est peut-être à cause du foulard. » Et son regard disait plus. Akli continua de parler seule longtemps. Elle ne l'écoutait pas, attentive au bruit du dehors, à la cadence des pas, au bruit des gonds, à des détails familiers connus d'elle depuis si longtemps. Elle pouvait dire très exactement ce qui se passait. Elle savait sa façon à lui de pousser la porte tout d'un coup, de la refermer à toute volée, et quelquefois du pied. Mais elle ne l'entendit pas entrer. Et toujours cette énervante flûte. Qui pouvait ainsi jouer si tard et seul dans la nuit? La lampe d'argile sur la fenêtre doucement s'éteignait. Akli, qui pour se délasser s'était un peu étendu sur le bord du lit, y ronflait bruyamment. La flûte devint déchaînée. La nuit, en amplifiant démesurément les échos, et Devda, soudain, reconnut l'air préféré de Mouh. Mon basilic. Elle fut aussitôt convaincue que l'autre aussi était avec la bande, que cette flûte jouait pour lui, et que de quelque part il l'entendait, si même il n'était pas à côté. Elle eut envie de mettre la tête à la fenêtre et de crier, et qu'il se tût. Il l'entendrait, c'était sûr. Les airs de sa flûte arrivaient jusqu'à elle. Mais Akli était là, affalée. Du reste, dit-elle, pourquoi est-il revenu, celui-là? Il ne fait plus rien depuis son retour, que jouer de la flûte. Dès demain, Akli en parlera à Ramdan. Il faut renvoyer ce berger. Quoi? Dit Akli en s'éveillant brusquement. Que dis-tu? Rien, que tu dors, et que certainement tu fais des beaux rêves. Oui, dit-il, je me suis un peu assoupi.
et il se retourna de l'autre côté. Devda lentement se leva pour souffler la flamme de la lampe. Le bout noir de la mèche tomba dans l'huile avec un petit bruit chuchotant. Devda fut plongé dans l'obscurité. La porte de dehors fut violemment bousculée. Benito hurla dans la nuit, gratta la porte, se remit à hurler et à geindre. Elle se retint pour ne pas aller lui ouvrir, et ainsi, engoncée dans sa lourde toilette parfumée, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, les doigts croisés derrière la nuque, attendant en vain d'entendre contre les lourdes battants de frêne cogner le bout d'un bâton d'osier. Elle resta jusqu'à l'aube, écoutant les hurlements plaintifs de Benito et les cris désordonnés de son cœur mortifié. Nous dormions si profondément, Ménage et moi, que nous n'entendîmes pas le cheikh entrer. Et c'est seulement quand il lança du haut du minaret le premier appel à la prière de l'aube que nous nous éveillâmes. Nous comptions descendre encore ce soir-là sur l'air à battre. Mais nous ne le pûmes pas, parce que Mour, malade, sans doute de s'être trop agité pendant la nuit, ne se leva pas de la journée. J'eus du reste moi-même beaucoup à faire, car les feuilles de mon agenda, vides d'ordinaire, sont pleines ce dernier mois à chaque page. 6 décembre. Mon père m'a fait dire par le cheikh ce matin que puisque je partais, Dieu seul sait pour combien de temps, et le cheikh a dû penser, peut-être pour toujours, je devais renvoyer à Asie et me remarier aussitôt. J'ai refusé. Cela se passe pourtant bien ainsi dans la montagne, et personne n'y redira rien. Le cheikh dit qu'il a déjà parlé à Tamazoust, que ma femme n'a pas dit non. Asie n'a pas dit non? Se peut-il que tant de duplicité entre dans le cœur de nos douces compagnes, des chères moitiés de nos vies? Ai-je pu si longtemps et si continuellement me tromper? Mais pourquoi pas? Si Asie ne m'a jamais parlé de son entrevue avec le cheikh, peut-être pas, parce que justement, elle n'avait pas dit non. Du reste, son raisonnement est très compréhensible. Maintenant que j'avais des chances sérieuses d'aller engraisser les corbeaux dans un coin de la France ou de l'Allemagne, il lui fallait tout de suite courir la chance de trouver un nouveau mari. Et je pense que pour un être qui, comme toutes nos compagnes, porte son âme dans son épiderme, il vaut mieux être la femme d'un débardeur vivant que la veuve d'un héros mort. Ménage avait raison, jadis, quand il disait « Suis ici, en lettres berbères, difficile à déchiffrer, une définition médicale de la femme qui n'est pas à l'honneur du sexe faible. » La suite demain. Vous pouvez vous abonner.